Yo les pasteurs! La dernière fois, on a vu ensemble avec Majora's Mask un épisode qui ouvrait la voie des multiverses Zelda. C'était cool, on a eu bien l'eau à la bouche comme il faut, et cette fois-ci, histoire de se faire du mal, on va laisser tout ça de côté et retourner dans la timeline de l'abus. Vous savez, celle où Link est censé avoir perdu. Allez, je taquine, on s'attaque à deux Zelda un peu oubliés, Oracle of Age et Oracle of Seasons. Comme ça, je préfère le dire en version française et je m'embête pas. La série des oracles est assez particulière. Déjà, faut le souligner, c'est pas tellement une initiative de Nintendo mais de Capcom. En effet, Yoshiki Okamoto, chef de développement chez Capcom, avait susurré tendrement à l'oreille de Miyamoto que réaliser un remake du premier Zelda en l'adaptant à la Game Boy, ça serait super cool. Ce bon Shigeru, plein d'entrain et d'enthousiasme, ira même bien plus loin. Si le jeu est un succès, vous aurez la lourde tâche de développer un projet bien plus ambitieux. Et attention, quand on parle de projet ambitieux, c'est Nintendo. C'est pas rien. Non pas un, non pas deux, non pas trois, mais bien 6 jeux Zelda, dont 2 remakes et 4 jeux originaux sur Game Boy Color. De la folie! Non mais rendez-vous compte, Nintendo n'a pas refait ça depuis les Zelda CDI, et on comprend un peu pourquoi. Malheureusement, le développement traîne, prend un retard monstrueux, et pour des soucis techniques, les remakes sont abandonnés. Tout est repensé, Capcom fera 3 jeux Zelda, chacun d'eux basés sur une des Triforces: courage, sagesse, pouvoir. Et là où Nintendo a tendance à d'abord réfléchir à un gameplay pour y greffer son scénario, Capcom lui prendra le chemin inverse, d'abord un scénario, puis un gameplay. Un schéma de narration un peu plus laborieux qu'on ne pourrait le penser tant les erreurs vont s'accumuler, les retards, les bugs, les parties qui ne vont pas et qui vont devoir être recommencées, et j'en passe. Les jeux sont une première fois montrés au Space World de 1999. On y découvre des épisodes déjà très marqués, avec des idées de gameplay que l'on retrouvera dans les jeux définitifs. L'un se base sur les saisons, donc en fait c'est le seul qu'on va retrouver, l'autre sur des couleurs, et le troisième sur les moments de la journée. Vous vous doutez bien que les deux autres on va un peu les oublier. Un système de mots de passe était également prévu, ceci ayant une influence sur les actions se déroulant dans les autres jeux. 3 noms émergent alors: The Legend of Zelda Mystical Seed of Power, Mystical Seed of Courage et Mystical Seed of Wisdom. Et vous vous en doutez déjà, vu que c'est assez relou à expliquer, une interaction à 3 jeux, c'est la prise de tête totale. Un des jeux est abandonné, on va se baser alors uniquement sur la sagesse et le pouvoir. Les jeux sont alors renommés par les noms que l'on connaît tous: Oracle of Age et Oracle of Seasons. Après une gestation difficile, les 2 jeux sortent enfin en 2001, à 2 doigts de la sortie de la Game Boy Advance. Le credo, une aventure tellement énorme qu'elle doit tenir sur 2 cartouches. Et si vous les possédez, à l'aide d'un mot de passe, vous pouvez découvrir une autre histoire. On se retrouve alors face à un jeu qui reprend l'essentiel des mécaniques 2D de Zelda Link's Awakening, avec un Zelda vu de dessus, des changements de cadre, 2 touches d'action auxquelles vous allez assigner un objet, les quelques nouveautés concernant alors l'arrivée de nouveaux objets, les fameux mots de passe, et surtout le choix parmi 3 montures différentes pour explorer un maximum la carte. On retrouve Mouche, l'ours volant, Ricky, le kangourou boxeur, et Dimitri, une sorte de dragon dodongo qui sera le seul capable de traverser les points d'eau à la nage. Ces jeux vont se vendre à seulement 1,9 millions d'exemplaires. Bon, c'est pas la cata, mais c'est pas ouf non plus pour un Zelda. Les épisodes subissent sûrement quelques errements de développement, leur sortie étant trop proche de la GBA, et une ressemblance assez grande avec Link's Awakening, sans compter l'incompréhension quant à l'offre de 2 jeux Zelda en même temps. Bon, pour Pokémon, à l'époque, ça commençait à se comprendre, mais pour un Zelda, c'était un peu plus nébuleux, d'autant plus que c'est 2 aventures différentes. Des épisodes un peu osef, souvent oubliés, mais qui n'en demeurent pas moins très bons, salués par les critiques et les joueurs, qui en plus, se paient le luxe d'être canon. Et oui, le jeu est une suite de Link to the Past. Quoi? Encore? Ah oui, mais attendez, petite explication. En fait, après la mort de Ganon, Link parcourt les terres d'Hyrule. C'est alors qu'il entend la Triforce l'appeler dans le château. Alors que le jeune homme s'en approche, le voilà téléporté par les 5 triangles en Holodrum, une autre terre. Link perd connaissance, mais est miraculeusement secouru par Din, une danseuse itinérante qui en fait passait par là. Link reprend ses esprits et découvre toute une troupe accompagnant cette jeune femme. Din l'invite alors à danser quand Onox, général des ténèbres, fait son apparition et capture la jeune femme qui, en fait, est l'oracle des saisons. Sans elle, les 4 saisons sont complètement déréglées en holodrum. Seul le sceptre des saisons peut maintenir un certain ordre, puisque grâce à lui, Link peut les changer à volonté. À l'aide de ce sceptre et grâce à l'arbre Bojo, un arbre sacré protégeant les terres d'holodrum, peut dissiper les ténèbres sur ces terres, mais une bonne fessée à Onox et rétablit la paix. Le devoir accompli, Link peut retourner sur Hyrule. Mais il se fait de nouveau téléporter par la Triforce, et cette fois Link est envoyé à Labrina,
une contrée méconnue. Il tombe sur Impa, la nourrice de Zelda, bloquée par un rocher. Il l'aide, continue sa route avec et tombe face à Nayru, jeune femme aux longs cheveux bleus, entourée de petits animaux en train de chanter. Enfin, c'est Nayru qui chante, hein, pas les petits animaux. Tout s'assombrit et Veran, sorcière des ombres, sort du corps d'Impa, prend possession de Nayru et disparaît, révélant au passage que cette dernière n'est autre que l'oracle des âges. Sans Nayru, le cours du temps est perturbé en Labrina. Veran étant en mesure de contrôler le temps, celle-ci retourne dans le passé et force une reine d'alors, Ambi, à bâtir une tour géante. Link, aidé de l'arbre Bojo, qui n'est pas le même qu'à Holodrum, hein, attention, va partir à la recherche des essences du temps, le tout en usant et abusant des pouvoirs de la harpe des âges, qui lui permet de faire mumuse entre deux époques en fait. Une fois récupéré, Link peut affronter Veran sous sa vraie forme. Il lui met une bonne rouste et le temps peut s'écouler à nouveau normalement à Labrina. Sauf que c'est pas fini, et c'est là que les mots de passe entre cartouches vont servir. En fait, c'était les Twin Rova, des sorcières jumelles d'Ocarina of Time qui tiraient les ficelles depuis le début. La flamme de la destruction et celle de la désolation ont pu s'allumer grâce à Onox et Veran. Ne reste plus que celle du désespoir pour que Ganon puisse ressusciter. Ces dernières kidnappent alors la princesse Zelda pour la sacrifier. Aidé par Nayru et Din, Link part affronter les deux sorcières. Il les bat, mais n'empêchera pas la résurrection de Ganon, les Twin Rova faisant don de leur corps au Seigneur des Ténèbres. Ouais, c'est un peu chelou dit comme ça. Bon, du coup, comme les deux vieilles sont ce qu'elles sont, à savoir deux vieilles, la résurrection est incomplète. Ganon revient sous une forme bestiale, sans la moindre trace d'intelligence. Link va ainsi mettre un terme une deuxième fois à l'existence du cochon maudit. Sa mission est achevée, Link, pour poursuivre son entraînement, prend un bateau et s'en va sur la mer. Deux aventures qui débouchent en une seule et même légende. Ça ne rigole pas. Bon, je vous ai un peu vendu la mèche tout à l'heure, mais effectivement la série des oracles est la suite directe de Link to the Past. C'est d'ailleurs le même Link que l'on contrôle. Pourtant, on va le mettre ici, juste avant Link's Awakening. Et oui, c'est à la fin de cet épisode que Link prend le large et se fera foudroyer en pleine mer dans Link's Awakening. On a quand même affaire à un héros badass mine de rien, qui aura mis en PLS Ganon à 2 reprises à lui tout seul. Bon, en soi, on ne peut pas dire que les oracles aient apporté beaucoup à la chronologie Zelda. Ils ont le mérite d'être de bons jeux et d'exister, c'est déjà ça. C'est peut-être l'épisode qui cependant me fait poser le plus de questions quant à la réelle pertinence de cette timeline où Link aurait perdu dans Ocarina of Time. On sent quand même que cette branche est née artificiellement pour pouvoir caser les jeux dont on sait pas trop où les mettre, parce que techniquement, chaque Zelda devrait offrir une ligne où Link aurait perdu. Enfin bref. Je souhaite que l'épisode vous ait plu, la suite s'attaquera à un Zelda qui aura fait couler beaucoup d'encre, l'un des plus poétiques et plus riches de la saga, The Wind Waker. Pensez à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à partager la vidéo partout et à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse, ciao.